donc sur le congrès Autisme Drôme-Ardèche. Je vous remercie de votre présence. Vous allez pouvoir donc assister toute la journée à une série de conférences. N'hésitez pas à prendre les programmes qui se trouvent à l'entrée. Et puis vous avez en parallèle de ces conférences, vous avez un forum avec des professionnels, des associations qui peuvent également répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vadrouiller dans le Palais des Congrès. Vous avez des bénévoles à votre service si vous avez besoin. Et puis entre midi et 2, pour ceux qui restent, vous avez un point ravitaillement qui va vous permettre de manger à midi. Bienvenue et donc je laisse la parole à Tiffaine pour vous introduire les conférences. Bonjour, donc nous allons commencer cette série de conférences par les enjeux d'un dépistage précoce avec les notions d'évaluation et de diagnostic et de mode d'emploi, c'est-à-dire accueillir, informer, accompagner et conseiller. C'est dans la famille, et notamment grâce à la vigilance des parents, que peuvent être détectés certains comportements. Ils sont donc les premiers à pouvoir alerter les professionnels de santé. Cependant, vers qui se tourner, pourquoi, quand et comment faire un diagnostic, quelle démarche pour commencer une prise en charge? Pour répondre à ces questions, nous accueillons le docteur Sylvie Cazé, pédopsychiatre responsable du SEDA Drôme et représentant du CRA Rhône-Alpes, ainsi que M. Yves Paquet, directeur de la MDPH. Suivra ensuite une médiation de 10 minutes. Oui, bonjour. Donc, pour vous présenter le SEDA, nous serons, et le repérage précoce, nous serons deux, donc avec le docteur Végnard. Nous intervenons tous les deux dans le cadre du SEDA Drôme-Ardèche. Donc, le SEDA Drôme-Ardèche a ouvert en septembre 2013 et donc dépend du CRA de Lyon. Donc je vous ai présenté là la carte de la région Rhône-Alpes avec les différentes unités de dépistage précoce et ou des unités de soins. Donc au niveau Drôme-Ardèche, pour l'instant, nous avons donc le SEDA qui vient d'ouvrir. Nous intervenons donc 2 jours par semaine avec, donc je vais vous expliquer des différentes missions, dont celle de bilan et d'évaluation. Donc, les CRA ont ouvert suite au circulaire. Donc là, je vous rappelle un petit peu l'historique, où donc dès 2005, il a été défini des recommandations pour la pratique professionnelle diagnostique d'autisme et la création de ces centres ressources afin donc d'apporter, de soutenir les équipes soignantes et de soutenir et d'apporter des réponses aux parents, aux familles, concernant le diagnostic et la prise en charge de leur enfant. Avec, donc en 2007, le rapport Magdaldi qui faisait à partir d'une revue d'études, de toutes les études scientifiques qui ont pu être faites concernant les prises en charge et donc les interventions éducatives, pédagogiques proposées dans l'autisme. Donc, suite à ces études, ont pu être définies des recommandations HAS concernant les interventions pour les enfants présentant un trouble envahissant du développement. Donc, le premier plan autisme s'est fait en 2008 et nous sommes actuellement dans le cours du 3e plan autisme de 2014 à 2017, où à l'occasion se définissent des priorités, donc je vais reprendre, concernant les prises en charge des enfants et les diagnostics. Donc là, sont les livrets de référence que vous pouvez avoir en tapant recommandations HAS sur Internet. Vous pouvez avoir tous ces éléments concernant les pratiques professionnelles et les interventions, et notamment donc comme vous voyez ici, les argumentaires. Vous pouvez l'avoir sans souci en tapant sur Internet. Donc, autisme et troubles envahissant le développement, diagnostic et évaluation chez l'adulte, et les interventions éducatives, thérapeutiques chez l'enfant et l'adolescent. Donc, comme je vous disais, le 3e plan autisme 2014-2017 définit des priorités
La première est de développer le repérage, le diagnostic et les interventions le plus précocement possible. Ça sera repris, je pense, en sachant que donc, du fait de la plasticité cérébrale, il a été démontré que plus nous intervenons tôt, plus l'enfant évolue bien. Et intervenir tôt, c'est autour de 2 ans. L'idée de développer justement les CESAD et les CAMS pour pouvoir être dans cette politique de repérage précoce. La création d'unités d'enseignement maternel. Donc ce sont des unités précises. Pour l'instant, elles sont limitées à 2 ou 3 départements. L'idée, c'est qu'il y en ait une par département. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. Et elles ont donc l'unité à 7 places. Et l'idée, c'est de proposer un accompagnement très intensif avec avec de nombreuses personnes pour proposer pratiquement que de l'individuel. Ces unités d'enseignement maternel se voudraient répondre au fait de pouvoir permettre une évolution de l'enfant à la fois dans son langage, dans ses interactions sociales, et de proposer une inscription scolaire en primaire de bonne qualité. Développer la scolarité adaptée au milieu ordinaire, vous savez que c'est la loi 2005 qui est de favoriser l'intégration le plus possible. L'inclusion, je dis intégration, ouais, inclusion. Et le soutien aux familles par groupe d'aide aux aidants, c'est un dispositif qui se met en place progressivement. Nous l'avons commencé dans le cadre du CEDA, où ce sont des groupes de parents où nous proposons donc des accompagnements dans le quotidien de l'enfant autour des difficultés de sommeil, difficultés d'alimentation, difficultés de comportement. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette vidéo. Donc, pour reprendre le premier item qui était dépister, diagnostiquer, intervenir le plus précocement, il y a l'idée que le dépistage se fasse en première ligne auprès des généralistes, pédiatres, PMI, médecins scolaires, qui est déjà un premier repérage. En seconde ligne, que les CMP, CAMS, CMPP puissent, et neuropédiatrie puissent affirmer le diagnostic, et que uniquement dans la situation de cas complexes, les CEDA, CRA et unités qui dépendent des CEDA, puissent faire le diagnostic. Donc ceci, c'est pour favoriser, comme je disais, le diagnostic de façon le plus précocement possible, puisque malheureusement, déjà au CEDA, nous avons des délais assez longs, puisqu'ils sont lents d'1 an. Alors comment se déroule un bilan au CEDA ? Donc, suite à une demande de la famille et un courrier médical qui nous signifie un petit peu tous les signes repérés, une première consultation est faite. Donc, soit il n'y a pas de nécessité de faire de bilan par rapport à la clinique, donc on s'arrête là, soit on décide de faire un bilan, et le bilan va avoir la fonction à la fois de diagnostic, mais d'évaluation, afin d'affiner les compétences de l'enfant et pouvoir adapter au mieux les prises en charge. Donc ce bilan s'adresse à la fois à l'enfant, mais également aux parents. Donc au niveau du diagnostic, 2 échelles vont être faites. Une auprès des parents, qui s'appelle l'ADI, qui est en fait une reprise de toute l'anamnèse de l'enfant, tous les signes repérés de façon précoce. Parfois, on se fait aider par des vidéos qui nous permettent de voir un petit peu les signes précocement. Et pour l'enfant, ça va être une échelle ADOS qui consiste en fait à une observation clinique avec des items bien précis qui vont être recherchés. Suite à ces 2 échelles, qui se doivent d'être convergentes, nous pouvons affirmer ou pas un diagnostic. On va s'étayer pour confirmer ce diagnostic à partir d'un bilan neuropsychologique qui va définir exactement les compétences intellectuelles de l'enfant, si trouble intentionnel ou pas, un bilan orthophonique et
un bilan psychomoteur avec un profil sensoriel qui va permettre de connaître toutes les sensibilités de l'enfant. Ça nous permettra également d'être dans des préconisations, c'est-à-dire si l'enfant est hypersensible au bruit, ça permettra de définir, dans le cadre de ses prises en charge et notamment et aussi de sa scolarité, le fait de préserver l'espace, qui ne soit pas dans un environnement trop bruyant. Et les compétences, donc c'est l'échelle de Vineland qui définit l'autonomie de l'enfant au moment où il est reçu, et ça c'est une échelle qui est remplie par les parents. Suite à tous ces bilans, une synthèse va être faite qui va nous permettre donc de définir à la fois le diagnostic et les préconisations pour la prise en charge. C'est bon. Je laisse la parole au Dr Vigna. Prendre le temps de mettre en place tous nos outils fait aussi partie. On y est presque 109, oui, c'est ça. On est 109. Alors, attendez. Si, c'est ça. Oui, c'est bon. Voilà. F5, et j'appuie sur la barre d'espace pour faire continuer. Voilà. Je vais... Bon, très bien. Je vais essayer de vous préciser d'une façon qui va être rapide tout ce qu'on peut dire, résumer sur le diagnostic précoce de l'enfant autiste. Sylvie Cazet vous a expliqué tout à l'heure l'intérêt du diagnostic précoce et de la plasticité et des interventions qui permettent que l'amélioration grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui est une qualité du cerveau qui fait que pendant la petite enfance, essentiellement, moins ultérieurement, mais ça continue quand même toute la vie, les neurones cérébraux ont la faculté d'ouvrir des synapses, d'en fermer aussi d'ailleurs, mais en tout cas, surtout pour ce qui nous concerne, d'en ouvrir, et ainsi les noyaux cérébraux peuvent se développer et permettre et faciliter la vie de chacun d'ailleurs, et permettre aussi le développement affectif et cognitif et intellectuel des enfants. Comme vous le savez, le diagnostic de l'autisme, je dis vous le savez, oui, vous le savez sûrement, quel qu'en soit à quelque titre que ce soit, le diagnostic de l'autisme se fait en principe à 3 ans sur des troubles des interactions sociales, de la communication et un style de comportement particulier, et surtout l'existence d'antécédents repérés avant l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'en principe, le diagnostic, si l'on suit une nomenclature officielle médicale, n'est fait qu'à 3 ans. Bon, il se trouve qu'on a cherché depuis longtemps à trouver des arguments diagnostiques plus précoces que ce diagnostic à 3 ans. On en a trouvé quelques-uns, en sachant que la difficulté est de trouver des symptômes, des signes, des comportements qui soient à la fois fiables, qui indiquent bien ce qu'on cherche, enfin qui indiquent bien l'autisme, qui soient à la fois simple à utiliser pour que tout le monde puisse s'en servir, et qui soit aussi prédictif, parce que quand même c'est autant que possible important
de savoir ce que la constatation de ces signes engage. Alors, en fait, on n'arrive pas toujours à ces qualités-là. Alors, sur ces diapos, les diapos que je vous présente sont des diapos du CRA, sont des diapos très classiques, certains parmi vous les connaissent peut-être déjà. Le repérage précoce, bon, les intérêts, en plus des intérêts, la prise en compte des inquiétudes parentales, c'est un intérêt tout à fait important, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser les gens dans des difficultés, dans l'incertitude. Il faut ajouter qu'on a testé on a fait des statistiques sur la qualité des inquiétudes parentales, et ces statistiques indiquent que dans au moins 80% des cas, l'inquiétude des parents est parfaitement justifiée. Deuxième chose, des intérêts, éviter l'errance médicale, dont malheureusement beaucoup de parents font l'expérience. La meilleure compréhension permet un meilleur ajustement familial, oui, parce que le premier intérêt du diagnostic est de permettre d'expliquer et de se mobiliser aux familles, et je vous assure que c'est tout à fait important. La troisième chose, c'est mettre en place des prises en charge précoces favorisant l'évolution développementale. Bon, la plasticité cérébrale, voilà, c'est répété. Ces diapos ont l'avantage d'être très simples, très schématiques, mais elles contiennent des items tout à fait essentiels. Comme Madame Cazet vous l'expliquait, le troisième plan prévoit que le repérage précoce soit fait par toutes les personnes qui interviennent dans la petite enfance. Je ne vous le répète pas, vous pouvez le lire sur le tableau. Lors des examens systématiques des 9e et 24e mois, parce qu'on a en France le 9e, les examens de la petite enfance, les 3e et 4e examens seront au 9e et au 24e mois. Mais il faut quand même préciser qu'en Grande-Bretagne en particulier, où les choses sont organisées de façon similaire, mais pas tout à fait pareille, il existe un examen à 18 mois. Et effectivement, ils ont énormément investi pour que le diagnostic de l'autisme puisse se faire à l'âge de 18 mois. Et des outils simples de repérage des TED, bon, le chat, le M-chat, la DBB, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Les signes d'alerte, voilà, je vous les ai déjà, je vous ai dit l'intérêt que ça avait, notamment l'inquiétude parentale. Signes d'alerte. Alors, tout ça, il s'agit là, dans la diapo qui vous est présentée, d'un enfant qui va bien. À l'examen du 4e mois, un enfant qui va bien, vocalise, il rit aux éclats. À l'examen du 9e mois, les enfants indiquent effectivement, ils jouent à coucou, ils se cachent et ils peuvent s'en mettre. Et si pour certains, ils imitent déjà les gestes que les parents font, en particulier les marionnettes et j'allais dire les gousi-gousi, toutes les petites choses qu'on fait avec les petits. À 12 mois, c'est quand même à 12 mois qu'on peut commencer à se poser des questions d'une façon très, très précise, et où là, les vidéos aident beaucoup, effectivement. Le sourire social manque, le contact par le regard est plus ou moins incertain, et l'orientation, ou bref, fugace. Et l'orientation à l'appel du prénom ne se fait pas, ce qui est toujours une chose inquiétante lorsqu'il s'agit d'un enfant à cet âge-là. À 18 mois, donc, si vous voulez, là, les questions se posent d'une façon aussi assez repérable. La passivité, les difficultés dans l'accrochage visuel, encore qu'il se trouve que la question de l'accrochage visuel est compliquée parce qu'il s'avère que c'est quand même, lorsqu'on commence à s'occuper des petits, vraiment en allant chercher le regard, en leur tournant la tête, en les intéressant le plus possible, c'est le regard qui peut revenir assez facilement, et ça ne suffit pas comme signe, si vous voulez. Le retard de langage, c'est manifeste, mais à 18 mois, retard de langage, ça veut dire qu'il n'y a effectivement aucun mot pour désigner les choses courantes de la vie quotidienne, et qu'il y a éventuellement une absence de gazouillis et de jazzis, ce qui n'est pas non plus un signe complètement spécifique, parce qu'il existe des enfants silencieux. Absence de pointage, absence de désignation, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Absence de jeu de faire semblant. Alors, faire semblant, c'est tous les jeux où les enfants imitent effectivement avec leurs gestes, à cet âge en tout cas, imitent les gestes des parents par exemple. Et c'est quelque chose qui à 18 mois est en général très bien installé, mais qui peut commencer aussi beaucoup plus tôt. Mais qui n'est pas toujours complètement installé à 18 mois. De 20 à 24 mois, 2 ans, il y a très peu d'imitation, pas d'intérêt pour les autres enfants, ça c'est un signe qui est important aussi, mais on voit aussi des enfants qui vont bien, enfin qui restent à l'écart parce qu'ils sont timides.
La durée des contacts visuels est brève ou fugace. Bon. Les enfants ne cherchent pas à partager, les expressions faciales sont limitées, vous voyez ce retrait, cet aspect d'inertie qui persiste. Il y a peu de mots ou pas de mots du tout, et un langage éventuellement tout à fait particulier, parce qu'il est une prosodie irrégulière, ou une prononciation qui peut être tout à fait inhabituelle, très pointue et très aiguë quand même, le plus souvent. Bon, comportement répétitif et intérêt restreint, ils commencent à se manifester, mais ils ne sont pas forcément là d'une façon très, très installée. C'est quelque chose qu'on retrouve à 3 ans très régulièrement. Pour permettre un dépistage, parce que même si on n'a pas un diagnostic certain, vous savez qu'il n'y a pas de diagnostic biologique de l'autisme, il est très très important d'améliorer le dépistage. Le 3e plan autisme en fait état longuement, et pour améliorer ce dépistage, on a utilisé le chat, dont vous voyez chat checklist for autism in toddlers. Toddlers, c'est les petits enfants. Le chat a été utilisé, moi je l'ai utilisé aussi quand il est sorti il y a quelques années. On avait de superbes cassettes canadiennes pour nous expliquer ça. Mais le chat a quand même aussi beaucoup d'inconvénients, il est incertain et imprécis, et donc on utilise toujours oui, et je ne sais pas s'il y a des professionnels parmi vous, mais certes, c'est quelque chose qu'on utilise très facilement. Il y a 24 questions qui s'utilisent très bien, comme ça vous est indiqué à 2 ans. 24 questions, c'est 23 questions. Il est plus sensible, il est plus efficace, et il est aussi très facile à trouver. Vous faites mchat version française sur Internet et vous pourrez le passer à des parents qui peuvent être inquiets. C'est quand même un test qui est en première intention tout à fait intéressant et utile. Ensuite, le voilà, le mchat, je ne sais pas si c'est guère lisible, comme vous voyez que les questions s'intéressent au comportement des enfants avec des thèmes qui sont toujours les mêmes, qui concernent la communication, les relations sociales, le développement moteur et le langage. Donc voilà le chat, je vais vous le laisser afficher pour l'instant. Il y a avec la liste des questions, Internet fournit l'algorithme de diagnostic qui est très très facile à utiliser. Simplement l'usage du mchat ou d'autres tests, d'ailleurs je ne vous parle pas des autres échelles qui sont quand même beaucoup moins intéressantes, moins performantes, ou pas étalonnées en français, ce qui quand même est important. Et du coup, lorsque ces échelles sont établies, que les inquiétudes persistent, le diagnostic quand même nécessite que soient consultés des cliniciens expérimentés, parce que ça demande quand même une réelle habitude, et c'est quelque chose qui est quand même possible au CEDA, où on reçoit les enfants. Je crois que les plus petits qu'on ait vus, c'est pas tellement avant 2 ans, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible à 2 ans, et les interventions peuvent suivre tout à fait rapidement si elles ne sont pas déjà commencées. Voilà, en conclusion, les signes d'alerte absolue, alors il y en a 3, voilà, ils sont là. L'absence de babillage et de pointage ou d'autres gestes sociaux à 12 mois. J'y pointage, on fait le pointage avec le doigt, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays du monde où on ne pointe pas le doigt, où on pointe tous les enfants. Je mets la main entièrement, c'est des choses un peu différentes. L'absence de mots à 18 mois, c'est quand même très important. Vous avez l'expérience des petits-enfants, probablement les premiers mots chez les petits-enfants viennent effectivement vers 1 an en général. L'absence d'association de mots, non écolaliques à 24 mois, c'est-à-dire les petits effectivement répètent naturellement, répètent immédiatement d'ailleurs souvent les mots qu'ils entendent, ou répètent la fin de la phrase. Perte de langage ou de compétences sociales, alors ça c'est une chose dont on parle un peu moins, perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l'âge. Ça veut dire que les statistiques varient sur ce plan, mais elles sont allées jusqu'à 20% de diagnostics faits parce qu'un enfant avait perdu des mots ou des compétences qu'il avait apprises au cours de sa 2e année de vie. Et la perte de ces compétences, lorsqu'elle dure plus de 3 mois, est effectivement aussi un élément inquiétant.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais passer la parole à M. Paquet. Tu veux des choses? Simplement préciser quelque chose, c'est justement dans ce souci de pouvoir prendre en charge rapidement les enfants, il est nécessaire, enfin, il est important de commencer les prises en charge, même si on n'a pas un diagnostic formalisé. Voilà, ça je... Laissons-nous la parole à M. Paquet, directeur de la MDPH. Oui, bonjour, donc Yves Paquet, directeur de la MDPH de la Drôme. Alors, je vais vous présenter, je fais un rappel quand même sur la définition du handicap, parce que ça me semble important. Ensuite, je vous présenterai très rapidement la MDPH de la Drôme et ses missions, et puis après, je vous expliquerai comment on travaille sur cette question de l'autisme aujourd'hui, tout du moins dans la MDPH qui nous concerne. Voilà. Alors, je vous ai mis comme diapositive à l'écran la définition, enfin, c'est une représentation schématique de la définition du handicap telle qu'elle a été adoptée par la loi de 2005. Alors, la loi de 2005 est une loi importante. Avant, il n'y avait pas de définition qui avait été prise, en particulier par la loi de 75. Et ce qui est important de voir dans cette diapo, c'est que quand on regarde, et vous avez la définition, donc handicap égale limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. C'est-à-dire que dans notre travail au quotidien, constamment, on se pose cette question-là. Et j'attire votre attention que dans la définition n'apparaît nulle part maladie. Ça veut dire que très clairement, même si la maladie fait partie, et souvent à l'origine du handicap, c'est pas maladie égale handicap. Ça, c'était une représentation qu'on avait dans les années 70 ou même voire avant. On est passé tout à fait à autre chose. C'est-à-dire qu'on est, je reviens sur ce qui est inscrit, c'est bien une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Et c'est ça qui fait, et ce qu'on essaie de mesurer, nous, au niveau de la MDPH. Ces deux facteurs ne sont pas suffisants. Il faut qu'il y ait une altération de fonction. Si on prend altération de fonction, ça veut dire déficience intellectuelle, déficience psychique, etc. Un exemple pour montrer qu'on peut avoir des altérations, des limitations d'activité avec restriction de participation à la vie en société, sans altération de fonction, sans déficience. Moi, l'exemple que je donne toujours par rapport à ça, c'est l'illettrisme. L'illettrisme, aujourd'hui, est illettré. Dans le quotidien, vous conviendrez avec moi qu'il y a un certain nombre de limitations d'activité, que c'est pas ça. Cela dit, vous n'avez pas l'altération. A priori, généralement. Il n'y a pas de déficience intellectuelle, il y a des gens qui sont très intelligents et qui sont illettrés. Donc ça ne relève pas du champ du handicap. Donc ça nous permet quand même de bien situer les choses. Voilà. Et on est clairement passé d'un modèle biomédical à ce système-là, qui est beaucoup plus interactif. Le projet de la personne, ses limitations d'activité dans un environnement donné. Ensuite, donc je vais vous présenter alors, le rôle et les missions de la MDPH assez rapidement. MDPH de la Drôme, c'est 50 agents environ.
On est situé à Valence. Le nombre de décisions prises en 2014, c'est 36 000 décisions. Je dis ce chiffre parce qu'il est important aussi pour expliquer dans le contexte dans lequel on travaille. C'est-à-dire qu'on nous demande, et toutes les MDPH sont quand même mis devant cette difficulté qui est à la fois une sorte de traitement de masse, 36 000 décisions prises, c'est quand même beaucoup de décisions, et également, et ce qu'on nous demande également, c'est de personnaliser ces décisions qu'on prend à chaque situation des personnes. Et qu'on est constamment dans des compromis à trouver entre ce traitement de masse et ce traitement individualisé. Ça fait partie de notre travail, ça fait partie, on va dire, de notre paysage dans lequel, voilà, on est dans de ces contraintes fortes, on fait avec, mais il faut quand même le savoir. Si on revient sur les missions de la MDPH, on a, bon, traditionnellement, on est présente en 8 missions. Il y a la mission accueil et information qui est importante. Il y a une autre mission aussi qui est essentielle et pour des personnes qui déposent une demande, et pour nous, pour la MDPH est importante, c'est la question du projet de vie. Bon, la loi de 2005 a nommé cette chose-là comme ça, un projet de vie, c'est un peu pompeux, c'est tout simplement le projet de la personne. Et l'enjeu autour de cette question-là, c'est bien la possibilité donnée aux personnes qui déposent un dossier de dire ce qu'ils veulent en fait. C'est-à-dire quel est mon projet, est-ce que je veux vivre à domicile? Est-ce que je veux que mon enfant soit dans une école, l'école du quartier, ou qu'il aille dans un établissement? Est-ce que je veux aller en établissement? Quel est mon projet professionnel? C'est des choses très concrètes comme ça. Et si, parce qu'une demande, enfin un des objectifs de la loi de 2005, c'est que nos décisions prises au niveau de la MDPH prennent en considération le projet des personnes. Donc si on ne connaît pas le projet des personnes, on ne peut pas le prendre évidemment en considération. Donc j'attire votre attention sur l'importance de cette question de projet de vie, qui est la possibilité qui est donnée aux personnes de nous dire clairement ce qu'elles souhaitent. Et plus c'est détaillé, plus ça nous intéresse. Donc projet de vie, c'est important. Deuxième point également dans nos missions, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des besoins de compensation. C'est un nom un peu barbare, c'est relativement simple en fait. Ça veut dire quoi l'évaluation? L'évaluation des besoins de compensation. On revient d'ailleurs à la définition. Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. La compensation, c'est bien ce qui va venir compenser ces limitations d'activité. Exemple relativement simple, je suis privé de la marche, ils me font un fauteuil roulant, c'est de la compensation du handicap, très clairement. On va parfois se poser la question, avant de mobiliser ce qu'on appelle, nous, des moyens de compensation, voir si le droit commun peut y répondre. C'est une question qu'on se pose souvent sur la compensation à mettre dans le milieu scolaire, pour adapter pour les adaptations dans le milieu scolaire. Par exemple, des adaptations pédagogiques qui, a priori, relèvent du droit commun, peuvent être préconisées avant, par exemple, de mettre en place une mesure d'auxiliaire de vie scolaire. Ensuite, bon, on a les autres missions classiques, je vais passer rapidement, c'est-à-dire toutes les décisions qui passent en commission des droits autonomie, donc les 36 000 décisions, c'est aussi le suivi de la compensation. Et puis c'est la mission de médiation et de conciliation. Je reviens quand même sur l'évaluation des besoins de compensation. C'est le moment aussi où on fixe un taux d'incapacité pour certaines prestations, comme l'allocation adulte handicapé, et puis la VACH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, carte de validité. J'attire votre attention parce qu'on dit beaucoup d'erreurs, des stupidités dans ce domaine. On ne donne pas de nom dans une maladie, mais jamais, on ne donne jamais par rapport à une maladie un taux de handicap. Moi j'ai entendu dire par exemple que si on était diagnostiqué autiste, c'était 80% de taux d'incapacité. Pas du tout. Jamais. Jamais on ne fait ça. Il y a une exception, c'est pour la trisomie 21, mais jamais on ne fait ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure le taux de handicap? D'abord il y a trois fourchettes, il y a moins de 50, entre 50 et 80 et plus de 80. C'est un guide barème qui est propre à MDPH,
c'est un peu compliqué parce que l'assurance maladie a son propre barème. Pour les accidentés du travail, il y a également un barème, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Et qu'est-ce qui nous permet de dire si l'enfant ou l'adulte a moins de 50, entre 50 et 80 et plus de 80, c'est ça, hein, c'est la limitation ou restriction de participation à la vie en société. On voit bien que, si on prend l'exemple de l'autisme, on a des réalités très différentes sur les limitations d'activité. Et on peut avoir quelqu'un de diagnostiqué autiste, c'est rare, mais avoir un taux de moins de 5 ans. Par contre, quelqu'un diagnostiqué autiste, on pourra avoir, et ça c'est beaucoup plus courant, des taux entre 50 et 80, et pour certains, on sera à plus de 80%. Mais c'est bien si on évalue bien une situation individuelle. Alors pour en venir à ce qui nous réunit aujourd'hui, donc sur cette question de l'autisme, et comment nous on travaille cette question à la UDPH, pour nous, il y a un avant et un après recommandation de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM de mars 2012. Avant, on était assez gênés sur des demandes qui nous arrivaient sur des méthodes. On savait qu'il y avait des débats des fois assez vifs autour de ces questions-là. Aujourd'hui, notre base, notre repère, c'est bien ces recommandations. Et la manière dont on travaille aujourd'hui est la suivante. C'est d'une part, il nous faut un diagnostic. Alors, je reviens à ce qui a été dit en préalable. Nous, un diagnostic transmis par un CMP ou par un CAMS ou par la pédopsychiatrie qui n'est pas passé par le CEDA, ça nous convient tout à fait. Il n'y a aucune obligation que le diagnostic soit posé par le CEDA ou par le CRA. Pas du tout. Mais par contre, ça, il faut qu'on dispose dans le dossier de demande d'un diagnostic. Ensuite, à partir du moment où, et là on applique du coup les recommandations, à partir du moment où il y a un plan d'aide, un plan d'intervention qui fait appel aux recommandations, enfin aux méthodes qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé et l'ANESM, nous on y va sans problème. Au contraire d'ailleurs, ça veut dire que plan d'aide qui fait appel par exemple à la méthode ABA, avec de la coordination. Et ce qu'on souhaite également, c'est qu'il y ait une prescription médicale. On passe que le plan soit validé par une prescription médicale. Ça, c'est, j'allais dire, le schéma qu'on souhaiterait. Bon, c'est pas toujours le cas, ça ne nous empêche pas de travailler et de donner des accords par rapport à certaines demandes. Après, une fois qu'on a ce schéma général, après on va voir quelle est la demande et le projet de la famille ou de l'adulte, enfin quand c'est un enfant ou de l'adulte. Si on est sur un dossier enfance et qu'il y a une demande, donc par exemple d'un certain nombre de rééducations qui ne peuvent pas être prises en compte par l'assurance maladie, je pense à l'ergo, voire des interventions éducatives, voire de la coordination. Et si l'enfant est éligible à l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé, donc l'AEH, car il a un taux au moins à 50%, là on pourra financer un certain nombre via l'AEH et les compléments de base, et on le fait assez régulièrement, on pourra financer un certain nombre de rééducations via les compléments. Et là, on ne va pas financer tout ce qui est couvert par la sécurité sociale. On financera ces rééducations si elles s'inscrivent, si elles s'appuient sur les méthodes qui sont recommandées. Ça, c'est aujourd'hui la base de notre travail, on le fait assez régulièrement. Bon. Il y a aussi un débat, est-ce que la prestation de compensation du handicap ou l'AEH est plus intéressante? Là aussi, on est sur du cas par cas. Cependant, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, surtout moins pour les enfants, l'AEH et ses compléments est beaucoup plus adapté, et du coup, on la mobilise beaucoup plus souvent pour financer un certain nombre de rééducations. J'attire votre attention qu'on finance, le cas échéant, même les missions de coordination, puisque la coordination du plan d'aide
Et un des points importants donc des recommandations, donc on le fait. On peut également, le cas échéant, financer des formations quand c'est nécessaire. Et quand c'est des formations, on a également une méthode qui sont recommandées. Donc sur cette question, aujourd'hui notre manière de travailler, hein, c'est un diagnostic qui n'est pas obligatoirement un diagnostic fait par le CEDAR, pas du tout. Hein. Qu'il y ait un plan d'intervention, donc avec ce qu'on souhaite, c'est qu'avec prescription d'un médecin, et là aussi c'est pas obligatoirement que ce soit la pédopsychiatrie, que ce soit le CEDAR, pas du tout non plus. Et puis là, après, un des outils à notre main, c'est entre autres, hein, c'est l'AEH. Mais ça peut être aussi des intégrations en milieu ordinaire scolaire. Donc là, on va aussi mobiliser des AVS. Alors ça peut être des AVS individuels ou des AVS mutualisés. Très généralement, ce sont des AVS individualisés. Ça peut être aussi des orientations vers des établissements type IME, quand c'est le souhait de la famille, etc. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Je regarde mes notes. Voilà, oui, c'est à peu près. Donc, est-ce que j'ai respecté le temps, ça va? Ah. Très bien. Merci, Monsieur Paquet. Donc, on a un petit temps de questions qui est ouvert. Donc, je vous laisse poser vos questions s'il vous plaît. Ma question s'adressait à M. Paquet. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport aux adultes autistes. Parce que j'ai entendu par rapport, vous savez, la prise en charge des CH pour les adultes. Alors concernant les adultes, c'est vrai qu'on est autant sur l'enfance avec l'AEH et ses compléments. On arrive à mobiliser quand c'est nécessaire et justifier les moyens, entre autres, pour la rééducation. Enfin, la rééducation pour mettre en place un certain nombre de soutiens pédagogiques, etc. Sur les adultes, c'est plus compliqué, parce que la prestation de compensation est quand même... est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est la prestation de compensation? Un rappel rapide, prestation de compensation, c'est mis en place par la loi de 2005. On ne parle pas du tout de taux de handicap avec la prestation de compensation. Hein. C'est une difficulté absolue ou deux difficultés graves sur 19 activités. Pour être éligible à la prestation de compensation, et elle finance 5 éléments. Il y a des aides humaines, aide technique, adaptation véhicule, logement, etc. Notre difficulté sur les aides humaines, entre autres, c'est que c'est quand même le périmètre est très précis, puisque c'est essentiellement pour les actes essentiels à la vie courante. Ça veut dire qu'avec les aides humaines, on ne peut pas financer, par exemple, l'intervention d'un éducateur ou d'un psychologue, etc. Quand c'est nécessaire. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a bien un moyen de le faire avec ce qu'on appelle les charges exceptionnelles, hein, c'est un des éléments de la prestation de compensation du handicap, mais les crédits ou les charges spécifiques, mais les montants sont relativement faibles, puisque c'est un forfait de 1 800 € sur 3 ans, vous voyez, on ne va pas loin. C'est également, les charges spécifiques, c'est 100 € c'est 100 € mensuels mobilisables, donc c'est très faible aussi. Puis l'autre difficulté, c'est quand même l'éligibilité, parfois, où c'est pas si évident que ça, que la personne soit éligible à la prestation de compensation du handicap. Enfin, ça dépend, puisque vous le savez tous, quand on parle d'autisme, hein, c'est vraiment c'est à chaque situation individuelle. Mais on a ces difficultés-là. Donc on est un peu démunis, sur cet aspect-là. D'autant que nous, on est convaincus que sur l'insertion professionnelle, il y a sûrement des choses vraiment très très importantes qu'il faudrait prendre en amont. Hein. On est persuadé que certaines personnes adultes, autistes, ont des compétences
et qui pourrait tout à fait être utilisé donc professionnellement, et que c'est un enjeu important pour les personnes elles-mêmes. Et c'est vrai qu'on a du mal à trouver des solutions, en fait, et à avancer, je trouve, sur ces aspects-là. Autant je trouve qu'on a beaucoup avancé sur l'enfance, sur tout ce qui a été expliqué, les diagnostics, et tout ce qui a été mis en place. Et sur le secteur adulte, c'est nettement plus compliqué. Bonjour. Ne pensez-vous pas que la difficulté sur le secteur adulte vient de notre terrible retard de connaissance et d'adaptation de l'offre médicale et médico-sociale au TSA? Les adultes sont aujourd'hui un peu les laissés pour compte de la situation française. Et puis quand vous parlez d'insertion professionnelle, je trouve gênant qu'on puisse aujourd'hui reconnaître que certains adultes autistes aient des compétences, ou puissent avoir des compétences, alors qu'on les laisse ségréguer depuis des années dans des institutions fermées et loin de la société. Oui, moi je partage votre constat. À la fois, je pense que je suis moins pessimiste, il y a un retard, hein, et je pense que... Mais on voit bien, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'enfance, quand on regarde ce qui se passait il y a 10, 15 ans et ce qui se passe aujourd'hui, ça a quand même beaucoup avancé. On peut espérer que le même mouvement se prolonge et vienne, entre autres, et vous avez raison, à faire évoluer l'offre médico-sociale. C'est vrai que l'offre médico-sociale, pour le secteur adulte, a peu évolué et assez démunie d'ailleurs, hein, on voit bien, hein, par rapport à ce type de prise en charge. Il y a des choses qui ont été faites quand même, mais pour des situations très lourdes, je pense à un foyer d'accueil médicalisé sur Montpellier, hein, donc pour les troubles envahissants du développement, on est sur des situations avec un lourd handicap. Par contre, il y a plein de personnes, et c'est évident, on pourrait avoir une activité professionnelle, et là, c'est vrai qu'on a vraiment un grand retard. En effet, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez rajouter? Ça rejoint ce que vous avez dit, c'est-à-dire que voilà, nous sommes depuis à peine une dizaine d'années dans un mouvement prenant plus en compte les troubles envahissants de développement, et que c'est peut-être trop tôt encore pour qu'on ait les retombées au niveau adulte. Mais on peut en effet qu'espérer que ça puisse permettre une insertion professionnelle, les prises en charge actuelles pour les enfants actuels. On est dans l'idée, dans l'espoir que ce sont des futurs adultes qui seront plus à même d'être dans la vie professionnelle classique. Une dernière petite question aussi. Pourquoi employez-vous l'expression TED quand on en est au TSA? Parce que pour l'instant, c'est la classification, donc nous ne l'avons pas abordée, mais la classification de consensus actuelle, internationale, c'est la CM10 qui parle de troubles envahissants de développement. Et le TSA s'inscrit dans le DSM-5, qui est une classification américaine qui nous sert d'étayage dans notre clinique, mais qui n'est pas la classification de consensus pour poser les diagnostics. Voilà, mais ça, je pense que ça aussi, ça va évoluer. La CM11 est en cours, et voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En permanence, on emploie l'un ou l'autre. Oui, oui bonjour. En fait... Excusez-moi, j'avais une question à poser précise à M. Paquet au niveau de la MDPH. Au niveau des adultes handicapés, il y a une différenciation administrative entre les personnes qui sont prises en charge dans un foyer d'accueil médicalisé et ceux qui sont pris en charge dans une masse ou dans un foyer de vie, dans le même établissement, justement à Montpellier, dont vous parliez, et donc sur la PCH, transport pour les retours en famille. Donc apparemment, il y a un souci donc, pour les personnes qui sont accueillies en femmes, en foyer d'accueil médicalisé, et donc on est donc en tant que parent pris entre le marteau et l'enclume en nous renvoyant sur l'assurance maladie pour les transports. Merci de votre réponse. Là, nous aussi on est devant une difficulté, et la difficulté
difficulté vient que les textes ne sont pas du tout précis par rapport à ça. Il y a un PCH transport donc, qui peut financer un certain nombre de... Oui, qui peut financer le transport. Sauf que le texte ne précise pas qu'est-ce qui relève exactement de la responsabilité des établissements. Alors, pour certains établissements, c'est très clair. Les IME, ça relève du budget de l'IME. Ils doivent organiser le transport. Pour les ESAT, c'est la même règle, moins précise. Et puis, après, quand on regarde PCH établissement, c'est tout ce qui doit... La PCH établissement ne doit pas se substituer en fait, aux missions de l'établissement. Voilà. Et c'est là où il y a un flou, et qu'au niveau national, c'est pas réglé. Hein, c'est vraiment un problème de réglementation et de précision de la réglementation. Et chacun se renvoie la balle les uns vers les autres en disant alors si foyer d'accueil médicalisé et masse, accueil de jour, c'est très clair, il y a un texte précis qui dit que c'est l'établissement qui va organiser. C'est pas vrai pour les internats et pour les deux structures. Donc voilà, alors nous on applique aujourd'hui la doctrine tout au moins au niveau de la commission des droits d'autonomie des personnes handicapées du département donc de la MDPH de la Drôme, qui, je vous le rappelle, est à un tiers constitué de représentants des personnes en situation de handicap, a pris la décision, en 2012, de ne pas financer ce type de demande, sauf à titre dérogatoire et exceptionnel. On est dans ce cadre-là. Voilà, mais c'est vrai que c'est un problème. Nous, on voit... qu'on a le retour des parents et des établissements aussi. Dernière question. Oui, en fait, moi je voudrais savoir s'il y a une possibilité d'avoir un remboursement moins partiel des visites avec des psychologues pour les adultes handicapés qui ne veulent pas avoir d'autre aide. Et si éventuellement il peut y avoir aussi une aide pour un transport, pour aller chez ces psychologues. Alors, ce sont des adultes ou pas? Des adultes, oui. Ouais. Non, pour... alors après, la question se pose, en fait, cette question du financement de psychologues se pose au niveau des adultes dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Et au niveau du titre, ce que je disais tout à l'heure, du titre des charges exceptionnelles. Là aussi, c'est pas si clair que ça. Nous, la PCH et le médico-social, c'est pas le soin. Et là aussi, la doctrine de la Commission des droits et autonomies de la Drôme pourrait avoir des différences dans d'autres départements. C'est de considérer qu'une psychologue, c'est du soin et qu'on n'a pas à intervenir et à financer donc ce type de demande. En sachant que la seule possibilité pour financer ce type d'intervention, ça serait les charges exceptionnelles. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est 1 800 € sur 3 ans, donc on n'irait pas très loin. Après, c'est vrai qu'on a conscience, les uns et les autres, quand je dis les uns et les autres, c'est l'ensemble des MDPH, qu'il faut qu'il y ait des règles plus précises au niveau national. C'est pour ça que la CNSA a un rôle important, c'est la Caisse nationale de solidarité et autonomie, qui a une mission d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Et actuellement, on travaille, on a des équipes à MDPH qui travaillent sur la question de l'autisme, quels sont les postes qu'on construit actuellement. Et on espère qu'assez rapidement, des choses comme ça pourront être, qu'on ait des repères alors qui nous aideront, et les uns et les autres, à avoir des réponses cohérentes par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est dans un département, à ce type de demande, on ne dise pas oui, dans un autre département, on ne dise pas non. Ça, c'est essentiel. Bonjour, moi j'ai une question à propos des AVS. Je voulais savoir comment vous faites pour distribuer le nombre d'heures. Parce que l'année dernière, il a eu 22 heures par semaine, cette année, 12 heures. Donc il se retrouve des jours, enfin une journée par semaine sans AVS, en début de semaine à mi-temps, fin de semaine à mi-temps. Enfin voilà, c'est difficile pour lui. Pour
Pour les AVS, on en revient, enfin c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'on va évaluer le besoin. On va évaluer le besoin de l'enfant au niveau scolaire. Ce qui nous aide à évaluer le besoin, c'est bien en particulier donc le retour de l'équipe éducative ou l'équipe de suivi scolarisation. Pas du tout, pas du tout. Alors ça, on est... Mais pas du tout, madame. Alors là, moi, je vous garantis que c'est pas vrai du tout, qu'on n'est pas du tout dans une logique... Alors, et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour la... Moi, je suis pas... C'est bien une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, les LDPH sont des lieux où on prend des décisions qu'on ne met pas en œuvre. 36 000 décisions, on n'en met aucune en œuvre. C'est-à-dire qu'on a... Le législateur a bien pris le soin donc que la décision ne soit pas prise par les financeurs. Nous, on prend des décisions d'AVS, c'est l'éducation nationale qui les met en place. Aujourd'hui, dans les équipes pluridisciplinaires, on n'a pas du tout actuellement, moi j'ai pas donné une consigne à mes équipes de dire vous réduisez les heures, pas du tout. C'est vraiment du cas par cas, selon la situation. Alors après, on peut se tromper aussi, ça nous arrive bien sûr, qu'on a mal évalué à un moment donné ce besoin, on peut se tromper, c'est pour ça d'ailleurs que les personnes peuvent être reçues par la commission s'ils le souhaitent, pour faire valoir donc leur point de vue, mais on n'est pas du tout dans cette logique du tout. Après, alors il y a un débat, cela dit, il y a un débat sur les AVS au niveau du rectorat, entre autres, parce que ce qu'on constate, c'est que nous sommes dans un département où le nombre d'AVS, le nombre d'heures accordées est supérieur, nettement supérieur à d'autres départements. J'ai eu, entre autres, une réunion avec les services du rectorat sur ces questions-là. Alors ça, oui, mais attendez, ça renvoie aussi à la question de l'égalité de traitement et voilà, donc c'est-à-dire que cette question-là, elle est aussi légitime qu'elle soit posée. On n'a plus le temps, je suis désolée. Vous permettez que je réponde, parce que c'est... Allez-y. Alors, mais oui, mais alors, c'est important cette question-là. C'est-à-dire que les équipes, là, nous on se bat, et c'est tout l'enjeu du GEVA scolaire, c'est que les équipes on confond constamment besoin et réponse. Mais oui, on confond constamment besoin et réponse. C'est-à-dire que quand je vous explique que notre métier, c'est entre autres d'évaluer les besoins, et que le rôle de l'équipe éducative, et que le rôle de l'équipe de suivi scolarisation, c'est bien évaluer les besoins. Quand vous nous dites un besoin d'AVS, c'est plus on n'évalue pas un besoin, on dit une réponse. Et c'est là où il y a un pied. On ne doit pas faire ça. C'est tout l'enjeu du GEVASCO d'ailleurs, où on évalue les besoins. Donc c'est un genre de questionnaire. On va identifier les besoins, donc les limitations d'activité, vous avez la définition ici. Et c'est bien à charge de l'équipe pluridisciplinaire, à partir de l'évaluation des besoins, de donner des réponses. Et quand on dit tant d'heures d'AVS, on n'est plus dans les besoins, on est dans la réponse à un besoin. Et c'est pour ça que le PPS est important. Et là, il y a un décret qui vient de sortir qui précise bien qu'avant la décision, la personne doit informer des propositions contenues dans le PPS, c'est pour ensuite permettre à la personne de dire « Attendez, là, je ne suis pas d'accord » et de faire valoir pourquoi elle n'est pas d'accord. Mais c'est tout à fait logique qu'on ne mette pas la réponse sur des besoins. On confond les choses, qu'on fait ça. Voilà. Merci. Bon. La conférence est donc maintenant terminée. Désolée de devoir respecter le timing. Nous remercions les intervenants et merci pour votre attention.